Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, une nouvelle fois réunis en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à découvrir ou redécouvrir un classique oublié de l'animation des années 80, Brisby et le secret de Nîmes. Et évidemment, on va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Brisby et le secret de Nîmes et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Alors Rafik, moi, Brisby, j'avais l'impression que c'était un classique, d'ailleurs je viens moi-même de le dire, mais en fait c'est surtout un film complètement oublié des années 80. C'est un culte classique en fait, Ouais. c'est-à-dire qu'il a été oublié à sa sortie. Il est devenu connu par la suite. C'est un film qui a été distribué d'une façon très aléatoire, tout simplement parce que à l'époque où il est sorti, on était sous la domination absolue de Disney sur tout ce qui touchait de près ou de loin au dessin animé. Et Brisby n'est pas un film Disney. C'était une tentative de faire du Disney en dehors du studio. Et évidemment, au niveau du circuit de salle et de la promotion, la MGM qui avait produit le film, je veux dire, ils n'étaient pas encore au fait de comment il fallait promouvoir des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film existe justement en dehors de l'enceinte de Disney ? Ce qui s'est passé, c'est que Don Bluth, son réalisateur et producteur, est quelqu'un qui avait commencé très tôt chez Disney, puisqu'il était déjà sur la Belle au Bois dormant, donc on est dans la milieu des années 50. Fin des années 50, oui. Donc c'est un vrai vétéran du studio Disney qui, au fil des décennies, notamment après la mort de Walt Disney lui-même, a commencé à voir décliner la qualité. Et arrivé aux années 70, le studio Disney, on va dire, a connu des passes assez difficiles. C'est l'époque où de tous les films de Wolfgang Reitermann, type Bernard Bianca, Robin des Bois, c'est toute cette série-là où l'animation, on est vraiment loin de l'âge d'or, quoi. Et les animateurs à l'époque, surtout ceux qui débutaient chez Disney avec des étoiles plein les yeux, souvent repartaient un peu la plus basse. Ouais. Et à la fin des années 70, il y a eu vraiment un film, un projet qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce dessin animé, des enfants encore aujourd'hui qui l'aiment beaucoup, mais qui a été une vraie catastrophe interne, c'est Rox et Rookie. Oui. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup d'animateurs frustrés par leur travail tentent de proposer de nouvelles idées et elles sont systématiquement soit dégagées, soit eux-mêmes sont dégagés. On a par exemple à cette époque-là un certain John Lasseter qui essaie de faire un test pour mélanger personnages animés et avec de l'image de synthèse. Il va se faire dégager. On a un certain Tim Burton qui fait des courts-métrages en animation en volume. Pareil, ça ne va absolument pas intéresser. Et Don Bluth, avec ses collègues Pomeroy et Goldman, vont développer un moyen-métrage qui s'appelle Banjo, sur l'histoire d'un petit chat, avec l'espoir de retrouver un petit peu de la qualité de l'animation à l'ancienne. Et le dirigeant de l'époque ne va même pas vouloir le regarder. Oui. Les types, je crois qu'ils ont passé 1 an dessus, ils ont mis leur propre denier dans la fabrication de ce projet, et le mec ne jette même pas un œil dessus. Donc les types, tu te dis, c'est mort, quoi. Oui. Si on veut faire quelque chose qui nous ressemble, il faut qu'on le fasse autrement. Donc Don Bluth va partir avec 9 animateurs, qui sont pour la plupart déjà des cadors des cadors du genre, va regrouper, je crois, environ 160 animateurs un peu partout dans le milieu de la pub et tout ça, et lancer cette production qui est très chaotique, puisque au départ, je crois qu'ils sont carrément chez eux, ils n'ont même pas de bureau officiel, voilà. Mais bon, ils ont quand même débloqué un budget de 5 millions de dollars, qui peut paraître, pour l'époque, beaucoup, mais qui est à peu près la moitié de ce dont Disney bénéficie pour un long métrage. Et eux ont quand même l'intention de faire 10 fois mieux. Le bouquin dont est adapté le film, c'est un bouquin qui date de 1971, qui avait déjà été proposé à Disney, qui avait été refusé. On est vraiment dans l'époque des refus chez Disney. J'ai cru comprendre. Un bouquin de George O'Brien qui s'appelait Frisby et le secret de Nîmes. D'ailleurs, la production du film va être engagée avec ce nom-là. Et ça n'est que là, alors qu'ils sont en train de terminer le film, que dans les années 70, on a eu un jouet qui est arrivé sur le marché avec une marque déposée qui était le Frisbee. Le gars se dit, on va peut-être avoir un souci avec ce nom de Frisbee. Et comme ils n'ont absolument pas eu les droits de la boîte qui distribuait le Frisbee, ils ont dû, en dernière minute, modifier
les dialogues, et John Carradine qui pouvait pas réenregistrer sa voix, ils ont carrément dû le trafiquer au niveau du mix pour modifier le F en B, quoi. Ce bouquin, il est... Alors bon, c'est évidemment un livre qui, à l'époque, parle de quelque chose qui sensibilise une partie de la population américaine, qui est le traitement des animaux dans les laboratoires. Ouais. Mais ça n'est pas que ça. Il y a aussi l'héritage d'une affaire absolument ahurissante qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié, mais qui a traumatisé beaucoup de gens à l'époque, et notamment des gens qui travaillaient dans le cinéma et des scénaristes, qui est l'affaire du projet MKUltra et des expériences que la CIA avait faites sur des cobayes humains, voilà, trucs quasiment de la science-fiction, quoi. On en a encore des traces aujourd'hui dans des séries comme Stranger Things, etc. Il y a eu le scandale avait éclaté en 73, je crois, mais la théorie de la conspiration, elle commençait à dater, parce qu'il y a plein de gens qui parlaient de ça et tout le monde les prenait pour des fous, etc. Donc, dans le roman de Brisby, il y a un peu les deux qui sont mélangés. Il y a l'idée de l'expérimentation sur les animaux, mais aussi de l'expérimentation sur les humains, et ce qui donne une tonalité assez grave au récit. Et dans l'adaptation, en fait, comment dire, Don Bluth surtout, pas tellement Gary Goldman, mais surtout Don Bluth va tirer le récit vers la magie, qui était totalement absente du bouquin, mais il estime, je pense à juste titre, que la gravité de certains trucs qui sont mis en scène, justement au niveau de l'expérimentation, on peut accepter cette idée du mal si de l'autre côté on a une magie positive, tu vois, qui agit. Et en plus de ça, la magie, elle a pour elle au cinéma d'être visuelle. Donc, par exemple, dans le bouquin, Brisby n'a pas de talisman spécial, quoi. Là, c'était juste une façon de montrer que le pouvoir interne qui l'anime, il peut s'exprimer dans un objet, il peut jeter de la lumière, tu vois. Donc voilà, ce qui était au départ spirituel, psychologique, devient magique dans le film. Il y a eu beaucoup de réécriture. Je crois que presque, je ne vais pas dire une dizaine de scénaristes, mais presque. Pour un résultat il y a des gens qui trouvent que le film n'est pas très très bien écrit. Peut-être parce qu'effectivement l'équilibre entre la gravité du sujet et les moments nécessaires de relâche. Et voilà, c'était un peu difficile de faire un gag juste après une scène un peu dure. C'est un peu dramatique ou un peu effrayant, parce qu'il y a aussi un jeu sur la tension, pas l'horreur, mais en tout cas il y a des personnages très effrayants, notamment un personnage de hibou qui sont pas des mauvais. Alors ça aussi c'est très compliqué dans un dessin animé pour enfants, c'est de présenter un personnage qui n'est pas méchant mais qui a l'air de l'être, et donc du coup la mise en scène est là pour le rendre très très effrayant, et ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, puisque bon, déjà parce qu'ils voulaient un dessin animé qui soit beau visuellement, ils ont expérimenté des tas de techniques qui étaient absentes du dessin animé de l'époque, et notamment celles des techniques de rétroéclairage, de rétroprojection, c'est-à-dire vraiment pour que les yeux et le feu aient un caractère vraiment brillant, tu éclaires les cellos par derrière à travers du gel, et ça donne comme ça cette espèce de truc brûlant, tu vois, bon, qui est assez fascinant. La palette de couleurs, elle est délirante. Je crois que juste pour Brisby, il y a 48 dénivelé de couleurs, etc. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais ça a été un boulot ça explique sa particularité graphique pure et dure. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le Disney des années 70, non seulement n'expérimentait plus rien, mais se reposait vraiment sur des acquis très anciens, au point de réutiliser des cellos d'avant. Robin des Bois, il y a des tas de séquences qui sont en fait du livre de la jungle, des trucs de la Blanche-Neige ou du livre de la jungle, où on a juste redessiné les contours. Donc on était dans l'industrialisation, là où les gars disent non, la marque Disney des années 40, c'était chaque film était un prototype et on essayait des choses nouvelles. Et donc ils ont le sentiment de devoir faire ça. Et donc, effectivement, c'est ce qui donne la patte esthétique du film, qui est sans équivalent dans les dessins animés de l'époque. Mais la gravité du sujet aidant, et le fait qu'ils approchent le truc sérieusement, va donner effectivement une confluence qui va faire de certaines scènes des scènes effectivement un peu horrifiques. Donc, tu as parlé de la scène du hibou. Il y a donc celle aussi qui nous fait rentrer dans le flashback où on découvre ce que Nîmes était. Oui.
L'anecdote aussi, c'est que ils font appel à l'époque à un compositeur qui est Jerry Goldsmith, qui n'a jamais fait de dessin animé pour enfants. Et Goldsmith, dans les mois qui précèdent ce projet, il a bossé sur La Malédiction finale, donc le 3e chapitre de la trilogie de Damien de La Malédiction, et Poltergeist. Donc, si tu veux, il est dans un mood musical un peu particulier. Pas très Disney. Voilà. Et lui, on lui montre un hibou géant avec des yeux brillants. Ben, il fait ouais, ok, très bien. On va faire cet accord-là, tu vois. Et il fait son boulot. Mais le résultat, c'est que il est effectivement effrayant. Donc, c'est toujours intéressant parce que les dessins animés qui ont effrayé les gamins deviennent souvent des trésors quand les gamins grandissent. Tu vois, sur Internet aujourd'hui, les adultes qui parlent de Brisby ne parlent que ces deux scènes-là, parce qu'elles les ont fascinés. Regarde-moi. En fait. Voilà. Comment ? Regarde-moi, comme toi, voilà. Donc les enfants, si vous avez peur, à 2 reprises dans le film, il y aura un moment où vous avez peur, vous aurez peur. C'est pas grave, dites-vous que quand vous serez grand, vous aurez la nostalgie de ce moment où vous avez eu peur. On pourrait faire des podcasts pour en parler. Voilà. Et donc, on se retrouve avec un film qui est très difficile à vendre, et notamment, il n'y a pas le label Disney. Et vraiment, à l'époque, c'est difficile de se remettre dans le contexte de l'époque. Les parents ne font pas confiance. Oui. Si c'est pas du Disney, c'est que c'est un truc qui a été fait chez les Chinois dans une cave, tu vois. Donc, ils vont même pas jeter un œil dessus. Et la MGM ne sait vraiment pas comment gérer ce truc. Donc, le film va marchoter, mais c'est ce qui va vraiment faire sa carrière, c'est sa sortie vidéo, où enfin, il va arriver jusqu'aux enfants. Et c'est pas les parents ne seront plus un filtre, si tu veux, pour choisir le film. Et comme dans les années 80, la concurrence en vidéo, c'est, je sais pas moi, Oliver et compagnie, et des trucs qui sont vraiment pas du niveau, Brisby va très naturellement trouver son public. Mais bon, ça sera pas suffisant pour sauver l'entreprise de Don Bluth, qui avait peut-être besoin d'un vrai succès pour démarrer. Ils vont néanmoins réussir à négocier avec des fabricants des jeux vidéo pour faire un truc expérimental, encore une fois, qui est une console d'arcade avec un vrai dessin animé auquel on peut jouer. Ça va donner donc le jeu Dragon Slayer, qui sera suivi de Space Ace. C'est la même version, mais dans l'espace. Mais en 85, ils vont quand même faire faillite. Ils peuvent plus tenir. Et la structure va se reconstituer sous l'impulsion de Steven Spielberg, qui, en ayant vu, bien sûr, Brisby, et bon, voilà, quoi. En plus, le film est sorti il y a quelques semaines de son E.T., tu vois, donc il pouvait pas passer à côté. Il voit le talent incommensurable de cette équipe, et c'est là où le projet de Fievel et le Nouveau Monde va se monter chez Amblin, et après sera suivi par Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Et donc c'est vraiment ces 2 dessins animés-là, Fievel et Le Petit Dinosaure, qui vont asseoir le nom de Don Bluth dans l'esprit du public et aider Brisby parallèlement à exister en vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est devenu donc ce qu'on appelle un culte classique, c'est-à-dire que c'est pas un film ultra connu, mais c'est un film qui quand même continue d'exister régulièrement dans les foyers. Eh ben, il va exister aussi là tout de suite. Exactement. Moi, c'est pour moi la première fois que je le verrai en salle. Première fois en salle pour moi aussi, Rafik, et pour beaucoup de gens dans le public. Et merci Rafik. Merci infiniment. Merci au Club de l'Étoile et au public pour l'accueil. Bien sûr, binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.